lors d'une journée de présentation de plusieurs ONG et associations, nous avons fait la connaissance d'une personne qui nous a énormément touché et ému par son discours, M. Postulat, ici présent. Il nous a interpellé sur le thème de la mutilation génitale féminine du type excision, infibulation, terme dont nous avions déjà entendu parler, mais sans censé dire pour autant toute la gravité. C'est ainsi que nous avons commencé notre micro-projet au début de l'année, donc dès le mois de novembre. Nous nous sommes rendus à plusieurs reprises au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier sur Genève, dans les quartiers de l'ONG donc. Et nous avons aussi participé à la journée nationale contre les mutilations génitales le 6 février, ainsi qu'au symposium organisé par l'ONG pour la création d'une chaîne universitaire dont M. Postulat parlera dans quelques instants. On a élaboré un questionnaire qui a été diffusé via Internet à l'ensemble des campus de Jacob et des populaires. En moins de 15 jours, on a reçu 1000 réponses, donc là on remercie. Le but de ce questionnaire, c'est d'évaluer le niveau de connaissance sur les mutilations génitales féminines. Alors pour la grande majorité, ce sont des étudiants, et principalement des femmes originaires d'Europe et d'Afrique qui ont répondu. Beaucoup connaissaient les termes MGF et excision, toutefois certains n'en avaient jamais entendu parler. Les médias sont la principale source d'information, suivie de près par l'entourage familial, amical ou les sources scolaires. L'opinion générale associe l'excision soit à une mutilation, soit à une circoncision féminine, qui serait justifiée par des raisons culturelles, traditionnelles et des croyances religieuses. Il existe encore beaucoup de clichés associés au MGF. Cependant, il s'agit bien de mutilations innommables dont ces fillettes porteront le stigmate toute leur vie. Pour beaucoup, la lutte contre les MGF est légitime et l'engagement des hommes est primordial et nécessaire. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir M. Holger Postulat, cofondateur de l'ONG Alliance Globale contre les mutilations génitales féminines, Dr Amsovania du Centre de planification de Chambéry, Dr Désiré Amoussou du Centre hospitalier de Chambéry, le directeur de l'ADDKS, M. Rémi Kosonobov, la présidente de l'organisation Omega, Mme Marthe Dédé Koivoyi, la trésorière de l'association SOS Africaine en danger, Mme Fatoumata Binta Diop. Malheureusement, M. Abdoulaye Sow, qui est le président du comité ERMGF et anthropologue, a été contraint d'annuler son déplacement et ne sera pas présent parmi nous. En fait, ces assistants ont été arrêtés lors d'une manifestation culturelle en Mauritanie et normalement, ils ne se sentaient pas d'intervenir lors de cette conférence. Je donne sans plus attendre la parole à M. Postulat qui va vous parler de son parcours professionnel ainsi que de son engagement dans l'association qu'il a cofondée, l'Alliance Globale contre les mutilations génitales féminines. Je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous et je vous prie de garder vos questions pour la fin. Un temps sera consacré pour y répondre. Merci à l'équipe d'étudiants qui ont réalisé cette conférence. Merci à vous d'être venus. Merci aux autres intervenants d'être venus et de participer à une conférence et un événement de sensibilisation qui est les résultats de votre étude le montrent très bien, est à la fois nécessaire et jamais assez. Ça, c'est certainement une des choses qu'on peut retenir, que malgré tous les efforts des organisations, des organismes qui luttent contre les mutilations génitales féminines, les informations qui courent dans le grand public ne sont jamais les bonnes, soit pas assez, ou soit peut-être même fausses. Donc il y a beaucoup à faire en ce qui concerne la sensibilisation, l'information et finalement l'éducation, et non pas seulement du grand public, mais aussi des gens qui sont directement et indirectement concernés. Donc merci beaucoup d'être venus. Je sais ce que nos 5 amis ont fait en réalisant cette conférence. C'est une première pour vous et je
Je sais très bien, après avoir organisé entre autres le symposium à Genève, ce que ça veut dire de mettre sur pied un événement pareil. Donc félicitations d'abord, déjà pour avoir réalisé. On m'a demandé maintenant de parler de mon parcours professionnel et de notre organisation, du travail que nous faisons. Moi, je pense que le travail qu'on fait et l'organisation elle-même est beaucoup plus intéressante que mon parcours professionnel. Je vais en perdre quelques mots, mais on va se concentrer certainement sur le travail de l'Alliance globale contre les mutilations génitales féminines. C'est ce qu'il faut arrêter. Ça, c'est une photo qui illustre très très bien ce qui se passe dans les pays concernés. Ça illustre les circonstances sous lesquelles la tradition se fait. Ce n'est pas forcément et toujours par terre, ça peut être aussi dans une cuisine, sur une table, mais en général, on peut dire que les circonstances traditionnelles ressemblent à ça, c'est-à-dire des situations peu hygiéniques. Les filles et les jeunes femmes sont tenues par des proches, soit des tantes ou d'autres gens qui sont censés de le faire. Et une femme, dans la plupart des cas, c'est des femmes exciseuses qui fait son travail, entre guillemets, travail. Il faut le dire, oui, c'est aussi un travail parce qu'il y a quand même dans certains groupes ethniques qui font cette pratique, il y a tout de même le fait que les exciseuses ont un statut social assez haut. Ils gagnent de l'argent avec cette sorte de travail qui est très très important pour la communauté où c'est pratiqué. Mais tout de même, il faut que ça s'arrête. Donc, une organisation comme la nôtre, des organisations internationales, ainsi que le système des Nations Unies, luttent contre cette pratique. Notre organisation est basée sur l'idée que l'excision, les mutilations génitales féminines ne sont plus une affaire de femmes. Très 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 longtemps, et certainement pendant les débuts de la lutte, ça a été vu comme affaire de femmes. C'était surtout les femmes qui étaient concernées, c'était surtout les femmes qui ont pratiqué, et c'est surtout les femmes qui ont commencé à lutter contre cette pratique. Et ce n'est que très tard qu'on a vu, qu'on a compris qu'il faut absolument intégrer les hommes dans les efforts de sensibilisation, dans les programmes et projets d'éducation sur le terrain, parce que les hommes, ils jouent un rôle assez important dans cette pratique. Alors pour nous, c'était clair quand on a fondé l'organisation, c'est une affaire d'hommes et de femmes et d'hommes, c'est une affaire de couple, c'est une affaire de famille, et c'est ainsi qu'on a essayé d'illustrer le symbole de notre organisation. Elisabeth Wilson est la cofondatrice de cette organisation. Elle est une journaliste canadienne, une vraie enfant de l'OMS, car c'est son père qui a donné une bonne quarantaine d'années de sa vie à l'Organisation mondiale de la santé. Il a travaillé dans beaucoup de pays africains, entre autres le Mali, le Burkina Faso, Congo-Brazzaville et bien d'autres. Et lui, dans les années 60 déjà, il a dit non à la pratique dans son entourage où il était demandé de donner de l'argent pour la cérémonie. Il a refusé, il a dit moi je paye pour l'éducation mais certainement pas pour cette pratique et il vaudrait mieux l'arrêter. Et c'est dans cet esprit-là qu'Elisabeth elle a grandi et travaillé, elle a repris le flambeau et là maintenant
Elle est à la tête de cette organisation, où elle est la spécialiste et la responsable pour la communication, pour les relations publiques, pour les relations et les alliances stratégiques. Elle base son travail sur ses expériences profondes en tant que journaliste à la radio et la télévision canadienne. Elle a aussi travaillé pour des agences de presse ou pour elle était membre de la presse accréditée aux Nations Unies. Donc elle a un vaste réseau et ça, pendant le temps du début de notre organisation, nous a beaucoup aidé et c'est certainement un des trésors de notre organisation. La voilà. Et elle est aussi là, en nature. Moi-même, je suis la partie allemande de cette organisation. J'ai passé mes études en philosophie, psychologie et médecine. J'ai fait un tout petit moment à l'université en Allemagne. Après, je me suis lancé dans le secteur privé avec une aventure qui était à l'époque un peu avant-garde. Avec un collègue, j'ai monté un service d'édition et de publication et surtout on s'est concentré sur des publications scientifiques qui à l'époque étaient toujours très barbons. Et on a dit, aussi les publications scientifiques, on peut très bien les mettre en page et de les présenter d'une façon qui est un peu plus intéressante et qui fait plaisir à lire. Malheureusement, à l'époque, comme je dis, c'était un peu avant-garde. Aujourd'hui, c'est plutôt la réalité, mais à l'époque, on a échoué. Après, je me suis lancé dans le domaine d'éducation d'adultes et avec ou à travers mon parcours professionnel, tout ce que j'ai fait et tout ce qui touche ma vie personnelle et professionnelle a été toujours influencé par les idées d'existentialisme. Comme ça, je m'appelle un enfant de l'existentialisme. Et grâce à mes parents, j'ai fait la connaissance du monde humanitaire très tôt. C'était mes parents qui ont fondé le premier groupe local d'Amnesty International dans notre ville. À l'époque, Amnesty a commencé à grandir. Il n'y avait pas encore beaucoup de groupes locaux. Et mes parents ont fondé un de ces groupes. Et à l'âge de 14, j'ai fait mes débuts avec Amnesty International dans ce groupe de mes parents. J'ai le grand plaisir d'être accompagné aujourd'hui de ma mère aussi. Elle est venue, j'en suis très contente. Voilà, Sylvia. J'ai dirigé en Allemagne et aussi dans d'autres pays des institutions éducatives avant de venir à Genève pour travailler comme consultant pour l'OMS, encore en partenariat, comme je veux dire, avec Elisabeth, qui a fait ce travail aussi en même temps. On a même travaillé sur les mêmes projets. Et ensuite, on s'est lancé dans la fondation de notre organisation. Après avoir suivi beaucoup de conférences où on a entendu toujours la même chose, pendant 2-3 ans, on a toujours écouté un manque de collaboration, un manque de communication et surtout un manque de données scientifiques, académiques sur le phénomène des NGF. Et après, là, je ne sais pas, 6e conférence, on a entendu le même problème, on s'est dit, ben, apparemment, il n'y a personne qui s'en occupe de ça. Alors on va essayer de contribuer à ce que la collaboration, la communication parmi les acteurs sur le terrain soit au moins facilitée, améliorée si possible. Et on a décidé que notre place en tant qu'Européens, en tant que basé à Genève, n'est pas forcément sur le terrain. Il y a quand même là maintenant une bonne trentaine d'années où les organismes, aussi des organismes africains et d'autres, travaillent sur le terrain. Ils ont développé des programmes, des projets qui marchent déjà.
donc ce n'est pas à nous d'y aller et de leur dire quoi faire. Ce qu'on peut faire, nous, avec nos moyens, c'est de contribuer à ce que les programmes sur le terrain soient améliorés, systématisés, ou bien que les programmes qui ne marchent pas soient modifiés. Donc c'est ça plutôt notre place, et tout ça avec l'aide des études et des recherches, disons vraiment fondées et profondes à un niveau qui aujourd'hui n'est pas encore atteint dans ce domaine-là. Donc notre organisation elle a été fondée en 2010. Octobre 2010, ça veut dire qu'elle est encore relativement jeune. Nous sommes une association française basée à Ornay, en voisinage de Genève, et aussi avec une présence à Genève. Et dès le début, on a essayé de collaborer avec des agences des Nations Unies, notamment l'OMS, le FNUAP et surtout l'UNESCO, étant l'organisation qui s'occupe de l'éducation, des sciences et de la culture. Ça a été pour nous très très important. Et bien sûr, on a cherché à travailler ensemble avec des organisations locales, notamment en Afrique. Nous nous concentrons sur deux axes de travail. D'un côté, les campagnes et les activités de sensibilisation, de plaidoyer, surtout aussi auprès du grand public qui, on l'a vu, n'est pas vraiment très très bien informé. Pour y arriver, c'est pas évident, on ne peut pas à tout moment montrer des images, des vidéos qui sont choquantes, qui montrent la réalité. Ça n'a pas toujours le bon effet. Donc, nous avons décidé de choisir le chemin à travers la culture, la musique et les arts. Donc, on organise des concerts de bienfaisance, on organise des expositions d'art qui traitent du sujet de mutilation génitale féminine, et c'est une approche qui marche très très bien, c'est-à-dire on peut attirer des gens qui normalement ne vont pas se rendre à une conférence sur quelque chose qui s'appelle mutilation génitale féminine. La communication déjà de ce phénomène est assez difficile, puisque nous avons des termes dans le nom de la pratique qui sont déjà très très difficiles. Mutilation, génitale, homme et femme. Ça n'invite pas vraiment à venir et à regarder. Et certainement pas des images qui sont pires encore comparées à ce que j'ai montré tout au début. Mais avec cette approche culturelle, on y arrive et on peut très bien créer la volonté de regarder, de discuter et d'apprendre plus. L'autre axe, ça c'est des projets plutôt éducatifs, donc la recherche et l'éducation. Et là, on se concentre sur le niveau académique parce que, comme j'ai dit, on a toujours entendu qu'il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez d'études. On a identifié des champs de travail ou de recherche qui sont complètement négligés. Alors on va se concentrer surtout sur ces champs-là. Et bien sûr, dans notre temps, ça ne se fait pas sans utiliser des outils en ligne ou par smartphone ou iPhone. Et finalement, le projet phare de notre organisation que nous sommes en train de réaliser à présent, c'est la création de la toute première chaire universitaire spécialisée sur la question des mutilations génitales féminines et d'autres traditions violentes faites aux femmes. Grâce aux Allemands, nous avons pu commencer le travail. Ils nous ont fait une première donation qui nous permet de commencer des travaux initiaux, des recherches sur le terrain, pour ensuite installer la chaire qui sera intégrée à l'Université de Genève, dans ce qui est à présent encore l'Institut pour la médecine sociale et préventive. Nous regardons les mutilations génitales féminines très clairement comme une violence faite aux femmes et aux enfants, qui est une violation des droits de l'homme et spécialement des droits de la femme et des droits de l'enfant, qui viole aussi les intérêts de la société,
bien plus qu'un individu qui est touché par cette pratique. Finalement, c'est toute la communauté, finalement, c'est toute la société qui souffre avec cette tradition. Et avec ceci, cette tradition, elle empêche aussi un développement, une évolution durable. Et pour les femmes qui sont touchées, ça veut dire bien sûr une souffrance à vie. On commence là maintenant de regarder les mutilations génitales féminines dans un cadre un peu plus large. Et pour nous, c'est très clair, une idée telle que l'égalité des genres reste une illusion tant que des traditions et des pratiques comme les mutilations génitales féminines existent. Peu importe où ça se fait et comment ça se fait, tant qu'il y a des femmes qui sont traitées de cette manière, égalité des genres, même chez nous, n'existera pas. Pour vous donner une idée de la distribution de cette pratique globalement, il y a des endroits auxquels on ne pense pas tout de suite, mais avec l'immigration, mais aussi originairement, on trouve cette pratique aux États-Unis, au Canada, et originairement au Mexique, en Colombie et au Pérou. Donc, Amérique latine est tout à fait touchée. Nous ne savons pas encore trop sur ces régions-là, et je suis convaincu qu'avec plus de travail par rapport aux recherches, on va trouver encore beaucoup d'autres endroits auxquels on ne pense pas aujourd'hui. En Europe, bien sûr, surtout avec l'immigration, la tradition elle est venue chez nous. Et nous avons, grâce à l'Institut pour l'égalité des genres européens, ou EGE, comme on dit ici, je pense, nous avons les premiers chiffres. Ils ont publié un premier rapport qui était censé donner la vue d'ensemble de ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire dans 28 pays États membres et en Croatie. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment arrivé à leur but complètement parce que c'est très très difficile déjà de faire la collection des données. Mais tout de même, il y a un premier chiffre qui nous donne une idée du nombre des femmes qui sont touchées par pays. En tout, on peut dire qu'en Europe, nous avons quand même un demi-million de femmes et de fillettes qui sont touchées, soit déjà victimes de la tradition ou bien à risque. L'Asie, c'est une autre région à laquelle il faut regarder beaucoup plus près dans le futur. C'est tout récent que j'ai vu une pétition qui parle de 2 millions de fillettes coupées chaque année en Indonésie. Ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, on a toujours estimé que par an, entre 3 et 4 millions de filles et de jeunes femmes sont coupées mondialement. Si maintenant ce chiffre est correct, et seulement en Indonésie nous avons 2 millions, il faut retravailler l'estimation qui nous parle de 3 et 4 millions de filles et fillettes par an. Donc là aussi, nous voyons comment c'est absolument nécessaire de renforcer les travaux dans les recherches pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe mondialement. La région la plus connue, bien sûr, c'est l'Afrique. Tout le monde s'est concentré sur l'Afrique parce qu'on dit qu'à peu près 90% des cas se produisent en Afrique. Et l'Afrique est aussi, notamment l'Égypte, vue historiquement comme l'endroit d'origine. Ça aussi, c'est pas tout à fait clair si c'est vraiment le cas. Il y a tout de même des informations qui nous disent que aussi les aborigènes en Australie ont fait cette tradition et personne ne sait pourquoi, mais ils ont arrêté à un moment donné sans qu'il y avait une ONG qui est venue pour leur dire d'arrêter. Les différentes couleurs nous disent ou nous donnent une information par rapport à la prévalence dans les pays. Le plus foncé, le plus haut la prévalence.
Nous avons encore aujourd'hui, après 30 ans de travail, des régions et des pays où la prévalence varie entre 90 et 96%. En Égypte, par exemple, au Mali, Somalie, Soudan, Djibouti, Somalia, ça c'est des pays où la prévalence est très très élevée. Les autres pays varient entre 0,4%, comme par exemple le Togo, jusqu'à 80, 95, 85%. Si vous voulez regarder un peu plus près, je vous conseille de regarder le rapport de l'UNICEF qui a été publié en 2013, l'année dernière, et qui donne les derniers résultats statistiques par rapport à la prévalence, l'attitude des personnes face aux MGF. Donc si vous regardez avec les mots-clés rapport UNICEF, MGF ou en anglais, vous allez trouver ce rapport qui donne les informations qui sont les plus précises à présent. Mondialement, on estime, c'est l'OMS qui estime, qu'il y a 130 millions de femmes, de filles qui sont touchées, c'est-à-dire qui vivent avec les conséquences des mutilations génitales féminines. En ce qui concerne les conséquences, je peux m'imaginer qu'on va entendre un peu plus tard de quoi il s'agit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On se demande bien sûr qu'est-ce qu'on peut faire. Pour nous, c'est clair, l'éducation, c'est clé. L'éducation, c'est la clé pour toutes sortes de développement, d'évolution. Tout est basé là-dessus. Et l'éducation, elle doit se faire sur plusieurs niveaux. Bien sûr, le niveau individuel, c'est-à-dire ça c'est le travail que font beaucoup d'ONG sur place, sur le terrain, c'est-à-dire quasiment le porte-à-porte, d'aller voir des femmes, des pères aujourd'hui, les leaders religieux, les chefs de village, pour leur donner des informations sur la pratique, assez souvent basées sur les conséquences pour la santé, mais de nos jours, de plus en plus aussi sous l'aspect des droits de la femme, des droits de l'homme. Ce qui est en route là maintenant, c'est beaucoup l'approche qui s'appelle en anglais community-based. Donc sur le niveau social, d'intégrer vraiment toute la communauté dans les programmes, parce que il faut voir que les conséquences pour l'individu ne sont pas seulement des conséquences pour la santé, des conséquences dont on parle ici quand on fait la sensibilisation. Il faut aussi voir que la pratique permet à la fille ou à la femme de devenir une femme. La femme adolescente, la femme jeune, elle peut devenir une vraie femme, respectée et acceptée par sa communauté. C'est comme un rite de passage. Ça fait partie de l'éducation qui, à la fin, prépare pour la vie d'une femme adulte. Ce qui concerne le mariage, ce qui concerne son comportement social dans la famille, etc. Donc, ce n'est pas fait pour faire du mal, bien sûr que non. Il n'y a pas de mère qui a vraiment l'intention de faire du mal à sa fille. Mais par contre, la tradition elle est importante, il faut la faire, et donc la douleur et tout ce qui vient avec, c'est un dommage collatéral, si on veut dire. Donc, il passe là-dessus. C'est juste pour vous dire que si une fille ou une femme maintenant refuse d'exciser sa fille, elle sera marginalisée dans sa communauté parce qu'elle ne fait plus vraiment partie de cette société. Alors il faut travailler avec cette société pour que les filles qui ne sont pas excisées ne seront pas marginalisées, pour qu'elles ne vivent pas des conséquences négatives. C'est très 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 complexe et on ne peut pas justement y aller et dire voilà c'est mauvais pour la santé, arrêtez ça. On ne fait pas ça avec une tradition qui est quand même, je sais pas, âgée de 4000, 5000 ans.
Le niveau national et international est absolument incontournable, puisqu'il faut aussi, par exemple, l'éducation au niveau, par exemple, des décideurs quand il s'agit de créer des lois, une législation qui règle la tradition dans les pays. En Europe, par exemple, nous voyons ici juste une vue d'ensemble des sortes de programmes et de projets qui sont faits ici, toujours avec, bien sûr, l'idée de collaborer avec les organisations sur le terrain. Et vous voyez que pour les Européens, Capacity Building Coordination, ça c'est un axe de travail qui est très important, justement parce que le travail lui-même, le travail d'arrêter, ça se fait sur le terrain, ça se fait par les gens eux-mêmes, ça se fait pas par les Européens. Point barre. Et un chiffre comme ça reflète un tout petit peu cette idée. La même chose pour les provisions de services. Et bien sûr, tout ce qui touche la prévention. Et dans la prévention, il se trouve sensibilisation, plaidoyer, etc. Rien ne se passe sans la communication. Donc, il faut dialoguer. Il faut faire le plaidoyer, surtout auprès des décideurs. Il faut faire des conférences, même si des fois c'est pas bon. Il faut avoir une couverture médiatique. Et ça, par exemple, ça c'est un problème qui est très grave, moins chez nous que dans les pays concernés. Si vous regardez la couverture médiatique des MGF, vous allez trouver que juste à présent, en Europe, c'est surtout en Angleterre où ça se passe. Vous allez lire relativement peu de choses dans les journaux, soit en ligne ou imprimés en France, mais vous allez lire beaucoup en Angleterre. Vous allez voir en Angleterre, il se passe des choses à la télé, des émissions qui intègrent le phénomène, des documentaires, etc. Mais pas en France, pas en Suisse, pas en Allemagne. On n'est pas encore là. Ça, c'est très facile. L'Angleterre, le gouvernement s'est mis quasiment devant le chariot. Ils ont donné, ou ils sont en train de donner 35 millions de pounds pour des campagnes de visibilité pour les programmes. Donc, d'où cette vague aussi de couverture médiatique. Dans les pays, c'est tout à fait différent parce que ce qui se passe en Angleterre est basé sur une volonté politique de changer les choses. Ce qui manque surtout dans les pays concernés, c'est cette volonté politique. C'est cette volonté de la part des gouvernements, des décideurs, des responsables pour la vie du peuple, de changer vraiment les choses. Je suis revenu la semaine dernière du Mali, où j'étais avec Bafin Koul. On a organisé un concert débat là-bas. Et là, j'ai eu la possibilité vraiment d'expérimenter sur place ce que ça veut dire le manque de volonté politique. Donc là, il faut travailler beaucoup. Là, certainement un peu moins avec la culture, mais plutôt avec la réalité. Pour vous donner juste quelques idées sur notre approche culturelle, c'est clair, nous avons trouvé que les gens sont plus facilement convaincus de venir à un concert ou une exposition. C'est plus touchant et en tout, c'est beaucoup plus facile à ensuite parler avec les gens. Je vous donne quelques exemples. On a fait des concerts de bienfaisance sur Genève, mais aussi en France voisine. Nous avons des stars qui commencent à s'impliquer dans la cause, y compris le modèle et la chanteuse malienne Ina Madja, qui elle-même a vécu l'excision. Elle en parle ouvertement. Elle travaille aussi comme ambassadrice pour une autre ONG, donc elle y est impliquée. Nous avons Bafin Koul du Mali, un chanteur de reggae qui, lui, depuis des longues années, chante contre l'excision et une des raisons pour lesquelles il a dû quitter son pays. Il est là, hein. Bafin. Un autre Malien, un grand percussionniste
Dragiara, qui travaille plutôt dans les musiques de jazz. Dès le moment où il a fait notre connaissance, il s'est mis de nos côtés et il fait des voyages de 2000 km juste pour venir et pour jouer pour nous, et tout ça gratuitement. Un grand merci à Gra. Nous avons convaincu une shooting star du Togo, Irinda Kouakovi. Elle aussi fait maintenant beaucoup de travail dans son pays. Nous avons Sayon Baba du Guinée, elle est basée à Marseille, mais elle fait beaucoup de voyages et beaucoup de concerts justement contre la cause. Philippe Keke, un Camerounais qui vit tout près de chez nous, et lui aussi, dès le moment où il a compris de quoi il s'agit, il a fait des concerts et il nous a beaucoup soutenus. Donc l'idée de base, elle est très facile. Avec un concert ou un événement comme ça, on peut toucher 30 à 3000 personnes à la fois, et c'est ce qu'on veut faire. Voilà des exemples pour des expositions qu'on a fait avec des artistes africains tels que Godfrey William Sokololos, lui aussi engagé dans la cause depuis 1998 à peu près. Et ça, c'est une nouveauté. Et ça, c'est vraiment le travail et l'idée d'Elisabeth qui nous a amené un artiste comme Jacques Niwashish, qui est de la Première Nation des Atikamekw. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'océan qui a vraiment des problèmes qui datent pas d'hier, qui, après avoir compris ce qu'on fait, dit mais non, je dois me montrer solidaire avec ces femmes, je dois me sentir responsable. Donc un Amérindien a commencé à créer des œuvres contre l'excision, à s'exprimer contre l'excision et à faire le plaidoyer auprès de son peuple. Ça, c'est vraiment une nouveauté et on est très fiers parce que l'idée, c'est qu'il faut les hommes et les femmes de toutes les cultures pour finalement finir ou terminer une pratique telle qu'elle. Voilà, un Togolais qui nous soutient. Cette image-là, cette toile-là, vous l'avez déjà vue sur d'autres images. C'est un artiste canadien, enfin, québécois, qui l'a fait sans avoir jamais voyagé. Et il nous a donné cette toile et elle fait quasiment le tour du monde, c'est-à-dire nous invitons des gens à tenir la toile et ainsi signer quasiment une pétition ou un manifeste silencieux. En tenant la toile, les gens disent non à l'excision, nous prenons ça en photo et on le diffuse dans les réseaux sociaux. Ça, c'est lui. Merci Patrick encore. Et tout ça, ça sert à libérer la parole. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut libérer la parole des gens qui sont concernés, mais aussi des gens qui ne sont pas concernés. C'est un sujet dans lequel on ne parle pas facilement. C'est toujours un tabou sur le terrain. Et avec un travail de libération qui est basé sur la confiance, on arrive que les gens vraiment s'expriment. Et je félicite les dames qui ont tellement travaillé et qui ont réussi à inviter Fatoumata, qui nous est une amie très chère, qui a justement vécu ce que ça veut dire libérer la parole. Une autre approche pour libérer la parole, c'est le contre-argument culturel. Malheureusement, mon ami Abdullah, il ne peut pas venir. Il aurait expliqué un peu plus sur cette approche-là. Je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas le temps. Je veux juste, pour finir, donner un exemple. Ce qu'on a fait au Mali à Bamako, à l'université, c'est là où on a organisé, sur l'initiative de Bafinkoul, un concert débat. C'était une première à Bamako de faire ceci et d'inviter des gens à venir à une conférence où on parle ouvertement des mutilations génitales féminines. Il y avait un imam qui est venu, il y avait un gynécologue qui est venu, il y avait des experts qui sont venus pour en parler, et on avait aussi un public qui a réagi d'une façon qui pour nous et pour moi était vraiment très très importante. Ça,
juste, très court, une femme qui est très importante. Très importante, c'est une des pionnières dans la lutte. C'est Linda White, elle est française, elle est avocate, et c'est la fameuse avocate qui a réussi à faire emprisonner la toute première exciseuse qui a jamais été condamnée, la fameuse Awa Goué, malienne elle a passé 5 ans en prison. C'était le premier cas, historiquement, le premier cas où une exciseuse a été jugée et condamnée. Et ça, c'est basé sur le travail qu'elle a fait. Entre autres, elle a aussi travaillé beaucoup en ce qui concerne la législation qui règle les LGBT. Et elle a beaucoup de mérite. Et anecdote à côté de la prison, Awa Goué a écrit des lettres à Linda. Ils ont montré en communication et à travers les années, ils ont beaucoup parlé sur la cause, sont quasiment devenus des amis. Et Linda, elle a écrit un livre qui s'appelle tout court L'exciseuse, où cette histoire est décrite, et c'est une histoire qui est vraiment très touchante. Et aujourd'hui, enfin, à l'époque, on pouvait écouter Awa Goué s'exprimer contre l'excision. Voilà, ça c'était le public, des gens qui ont vraiment participé et qui nous ont surpris, certainement moi surpris avec les arguments pro-excision. J'ai beaucoup appris. Sur scène, Bafim qui chante, qui donne la possibilité aux danseurs ou aux gens qui font des sketchs pour s'exprimer, c'est-à-dire il y avait vraiment plusieurs façons de parler de la cause. Et finalement, tout ça mène toujours à notre idée de travailler sur ces deux axes, de combiner la culture, la musique et les arts avec l'éducation pour convaincre des gens à dire non à la tradition, à l'excision. Et s'ils veulent, les gens ils peuvent s'exprimer en tenant la toile que fait là notre ambassadrice jeune, Juliana Edo, qui est maintenant en train de créer un réseau de jeunes qui travaillent sur des questions d'éducation musicale féminine, et de tenir la toile qui se trouve là, je l'ai bien sûr amenée. Merci beaucoup.
pour venir consulter et après elles en parlent. Alors on va voir en premier ce que sont réellement ces mutilations. Donc il y a 3 types, je vais vous expliquer plutôt avec les dessins. Il n'y aura pas de photos, mais il y aura des dessins de vues, bien entendu. Donc c'est une femme dessinée en position qu'on appelle gynécologique, c'est-à-dire que quand on examine une femme, c'est cela qu'on voit. Alors, donc il y a différents stades dans les mutilations sexuelles féminines, génitales féminines, si vous voulez. Le premier stade, c'est l'excision du prépuce du clitoris. Alors le clitoris, c'est une sorte de petit pénis qui se trouve à la partie supérieure de la vulve. C'est vraiment fait comme un tout petit pénis avec un corps, un gland pour le pénis, et c'est recouvert du prépuce, donc comme chez les garçons, exactement pareil. Donc le premier stade, c'est le fait de couper le prépuce. Mon dessin n'est pas extraordinaire, donc ça correspond exactement à la circoncision chez les garçons. Ce serait le moins grave, si vous voulez, mais c'est rarement fait, c'est fait plutôt en Indonésie ou en Malaisie. Voilà. Après, ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'excision du gland du clitoris. Donc c'est comme si chez les garçons, on coupait le gland du pénis. Vous imaginez bien, quel que soit l'âge, que c'est affreusement douloureux. J'ai vu une étudiante qui me racontait, d'une vingtaine d'années, qu'elle avait été excisée 10-12 ans auparavant, donc assez tard, avec ses petites sœurs, alors que les parents qui étaient contre l'excision les avaient ramenées au pays, donc c'était des petites maliennes. Et pendant que les parents étaient partis, donc une tante, une grand-mère en a profité pour la faire exciser. Et elle me disait 10 ans après qu'elle se souvenait toujours des hurlements de ses sœurs et elle se souvenait toujours physiquement de la douleur que ça entraînait. Voilà. Ensuite, donc le type suivant, c'est excision du gland, c'est-à-dire on coupe le gland du clitoris et on coupe aussi le haut des petites lèvres et on les suture après, c'est-à-dire qu'on les coupe. Alors on les coupe avec les moyens du bord, ça peut être avec des épines, ça peut être au mieux avec du fil, mais voilà. Et donc ça, sur le plan anatomique, comment vous dire, c'est très gênant pour les rapports sexuels, ça va modifier les rapports, en tout cas le plaisir qu'on peut avoir grâce au clitoris. Par contre, du point de vue accouchement, du point de vue pénétration, ça ne posera pas de problème majeur. Sauf qu'il peut y avoir des infections, des tas de choses comme ça. Donc, les 2 premières qu'on a vues, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Après, on peut voir aussi, mais ça c'est rare, enfin c'est rare dans mon expérience, mais bien entendu il y en a, mais ce qui est le plus fréquent quand même, c'est le fait de sectionner le gland du clitoris et de coudre éventuellement le haut des petites lèvres. Alors, dans certaines ethnies, on coupe aussi toutes les petites lèvres et après on rapproche les grandes lèvres de l'extérieur vers l'intérieur et on coupe presque jusqu'en bas. Alors soit on coupe, soit comme toute cette partie a été coupée, si en fait on tient les jambes de la petite fille pendant plusieurs jours et du coup tout s'accole. Et donc il reste un orifice qui est tout petit et ça va expliquer les conséquences qu'on verra plus tard. Alors je vous dis ça froidement, mais bien entendu, sur le moment, c'est une horreur. Alors comment se font les mutilations? Eh bien, ça se fait soit à l'aide d'un couteau, soit à l'aide d'une lame de rasoir. Voilà. Et la suture, c'est soit les épines, soit au mieux du fil. Et donc, comme les exciseuses ne sont malgré tout pas des barbares, elles essayent de soulager les femmes, enfin les jeunes filles ou les petites filles, avec des solutions qu'elles trouvent dans la nature. Et je vous disais que les fillettes pouvaient être parfois attachées. Alors l'âge des excisions, des mutilations est variable. Auparavant, comme a dit monsieur le Président, c'était un rite de passage, donc c'était plutôt vraiment de la puberté, vers 10-12 ans. Actuellement, c'est plutôt chez des petites filles, vraiment petites, vers 2-3 ans. Mais ça peut aussi
aussi arriver chez des femmes qui ont une vingtaine d'années avant le mariage, parce que peut-être que dans leur ethnie, on n'excisait pas, mais si elles se marient avec un homme qui est d'une ethnie où on excise, éventuellement elles peuvent être excisées juste avant le mariage. Alors, les conséquences immédiates, eh bien, c'est la douleur, bien entendu. L'hémorragie, c'est-à-dire que comme on sectionne au niveau du clitoris, il y a des veines ou des artères qui peuvent saigner terriblement. Et il y a des infections, bien sûr, suivant les instruments qu'on utilise. S'ils sont des instruments qui ont été stérilisés, il peut y avoir des infections, des abcès, et c'est ça qui peut faire qu'après, ça laisse des douleurs au long cours. Et puis, bien entendu, il peut y avoir la transmission de l'hépatite B ou du VIH, suivant la personne qui fait l'excision. Si elle est porteuse elle-même du virus d'hépatite B ou du virus du sida, il est possible qu'elle le transmette à la personne qu'elle excise. Les conséquences plus tardives, eh bien, ce sont des douleurs au long cours, douleurs lors des règles, douleurs au moment des rapports sexuels. Et puis, alors, sténose, ça veut dire quand on a cousu très bas, comme je vous ai montré sur un des derniers dessins, il est possible que, du coup, les parois vaginales s'accolent et que le sang des règles ne puisse plus s'écouler. Auquel cas, il faut une intervention. Et ça provoque des infections vaginales et ça peut entraîner une stérilité. Ça peut aussi entraîner une infection urinaire, puisque quand on... Quand on coud jusqu'en bas, on va cacher l'orifice par où sortent les urines et ça peut entraîner des infections urinaires. Ouais, c'est ça, voilà. Si on couche jusqu'en bas, il y a ces possibilités. Voilà. Alors, sur le plan de la grossesse, donc, alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que quand la suture, enfin, quand les lèvres sont cousues très bas, pour un premier rapport, c'est impossible sans couper. Alors, la manière dont c'est coupé, il y a toutes sortes de manières suivant les instruments qu'on a. Hein. Et donc, une fois que la femme a des rapports, bien entendu, elle peut être enceinte. Et au moment de l'accouchement, alors là aussi c'est pareil, suivant comme elle a été cousue, et bien parfois il faut ouvrir pour que le bébé puisse sortir. Alors bon, les examens sont difficiles parce que ça lui fait mal, donc il y a des infections urinaires fréquentes. Les infections urinaires, ça provoque des contractions d'utérus et ça peut faire que le bébé naisse plus tôt, un accouchement prématuré. Voilà, il peut y avoir des déchirures aussi parce que la vulve du coup est fragile. Des infibulations, c'est quand on est obligé de couper. Et puis, si on n'a pas coupé suffisamment, du coup, le bébé n'arrive pas à descendre et il y a parfois mort du fœtus. Et décès de la mère aussi, éventuellement. Les conséquences psychologiques, donc au moment de l'excision, il y a ce qu'on appelle maintenant, qui est bien connu, le séquestration politique. Quand elle va arriver à la période où elle aura le rapport, eh bien, elle va être très angoissée à l'idée d'avoir ses rapports, bien sûr, à l'idée d'être enceinte, à l'idée d'accoucher. Ça peut mener vers une dépression, voire un suicide, et puis un sentiment de dévalorisation. Dans certains cas aussi, ces femmes qui font des infections à répétition peuvent parfois dégager une odeur nauséabonde et elles peuvent être mises au banc de la société, c'est-à-dire qu'en plus de tout ce qu'elles ont vécu, on les bannit du village. Les conséquences sexuelles, alors ça peut aller depuis des rapports sexuels impossibles, ça peut être, comme je vous ai dit, donc la peur des relations sexuelles, et puis trouble du désir, frigidité, voilà. Dyspareunie, ça veut dire douleur au moment des rapports, et absence d'orgasme. Comme elle n'a plus, l'orgasme lié au clitoris. Alors, donc, je vous ai dit que j'avais rencontré... alors, les étudiantes, elles, le motif de la consultation, c'est elles ont été excisées et soit elles veulent
réparation chirurgicale possible, donc elle voudrait se faire opérer. J'en ai aussi vu une qui avait été opérée, réparée si on veut, et qui n'était pas satisfaite. Voilà. En tout cas, et puis il y a d'autres cas, surtout avec les femmes plus âgées, où elles ne se plaignent pas parce qu'elles sont habituées, si on veut, à cette originalité, si on peut dire. Et elles, en fait, c'est pendant l'examen que je découvre ça. Alors j'en parle ou j'en parle pas. Donc quand elles ont 40-45 ans, elles ont toujours vécu comme ça. Si elles n'ont pas de demande, je n'en parle pas forcément. Il ne s'agit pas de leur dire « Oh là là, madame, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Il faut les respecter comme toutes les autres femmes. Donc, si elles n'en parlent pas, je n'en parle pas, sauf si elles ont des petites filles. J'en parle quand même parce que si elles retournent au pays, il ne faudrait pas qu'elles fassent exciser leurs petites filles. Donc on parle de la loi, de tout ça. Et oui, voilà. Donc, à propos de la chirurgie, donc celles qui veulent se faire opérer, on ne les envoie pas tout de suite chez le chirurgien parce que c'est quand même un changement. Et puis, c'est toute une histoire pour elles d'avoir été excisées. Donc, on les fait rencontrer d'abord, en principe, des associations qui s'occupent de lutte contre les mutilations sexuelles. On essaie de les faire rencontrer, par exemple, à Lyon, le GAPS, le groupe qui s'occupe de l'abolition des mutilations sexuelles. Ce sont des femmes africaines, comme elles, et avec qui elles peuvent discuter de leur projet éventuel de se faire opérer. Voilà. Je laisserai des petites cartes sans identification si certaines sont intéressées ou certains pour discuter. Je vais laisser la parole à M. Alexou qui va vous parler de la chirurgie. Gynécologue obstétricien à l'hôpital de Chambéry, qui va nous parler de son expérience professionnelle et particulièrement de la chirurgie réparatrice, qui est une solution pour les femmes qui ont subi une mutilation génitale. Merci. Bonjour, bonsoir, chers. Alors, je remercie tout d'abord ma collègue Anne, grâce à qui je suis là ce soir. Je remercie aussi ce groupe de demoiselles qui a organisé cette rencontre. Alors, on m'a demandé de parler de la chirurgie réparatrice des séquelles de mutilation génitale féminine. Beaucoup de choses ont été dites, et donc je vais passer assez vite là-dessus. Et donc, comme elle a dit, je suis praticien, gynécologue obstétricien ici à Chambéry. Et je suis du Burkina Faso, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, où une lutte acharnée est également entreprise contre les mutilations génitales féminines. Donc le plan que je vais suivre est le suivant. Après une brève introduction, on parlera des différentes demandes des patients, d'où elles viennent. Ensuite, on parlera de la reconstruction du clitoris, qui est une des techniques privilégiées dans ces mutilations. On fera également une comparaison de 3 séries qui ont été effectuées. Il y a une étude qui a été faite à Ouaga sur la reconstruction du clitoris, qui a été comparée à des séries de